Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à un nouveau live de Optoys. Ce soir, c'est un atelier en ligne pratique autour de l'Alzheimer. On a avec nous Marcel Camilleri. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et grâce à vous, on va décortiquer un peu, on va explorer ensemble des pistes, des conseils pour mieux aider les malades d'Alzheimer dans leur déplacement du quotidien. Un atelier qui va être dirigé autant pour les familles qui accompagnent d'une façon particulière dans la vie personnelle une personne atteinte d'Alzheimer, que les professionnels, c'est-à-dire ces professionnels dans les secteurs sanitaires qui vont être au quotidien, en 8 heures par jour, les accompagnateurs professionnels de ces personnes. Donc pour cela, on a la chance d'avoir Marcel Camilleri, qui a 15 ans d'expérience dans les domaines, a travaillé à maison de retraite, aussi dans différents domaines comme traumatologie ou neurologie, et qui en plus, depuis 2013, il a créé ECAM Formation, un organisme de formation spécialisé pour les professionnels du secteur sanitaire et social, comme les ergothérapeutes, infirmières. Donc, vraiment, on a un bon interlocuteur pour poser toutes les questions. Donc, je vous invite à mettre dans les commentaires, dans la publication sur Facebook, toutes vos questions. À la fin, on va laisser 15 minutes pour récolter tout ça, comme d'habitude, et enrichir la discussion. Mais je vais veiller, donc s'il a des choses qui sont en lien au fur et à mesure, on va essayer de faire une discussion en ligne assez dynamique pour vraiment essayer de répondre à vos attentes, d'être dans les pratico-pratiques pour que votre quotidien soit plus facile et pour prendre soin aussi de votre posture corporelle, des petites pistes, des compréhensions de comment le mouvement fonctionne pour vraiment vous alléger. Donc, est-ce que ça vous va comme programme? Et à vous aussi, Marcel? Oui, parfaitement. Voilà, donc on va démarrer notre atelier. Il y a des questions, donc sachez que l'atelier sera aussi un replay, donc ne vous inquiétez pas, il sera disponible la vidéo sur la page Facebook et sur notre page YouTube. Du coup, on parle de Alzheimer, on parle des déplacements du quotidien. Qui parle des déplacements, parle de mouvements. Donc, moi, je voulais commencer par ce point-là, comprendre un peu quels sont les patterns, si on peut, c'est un mot un peu, les patterns du mouvement. C'est quoi ces mots, en quoi cela impacte la maladie d'Alzheimer et quels sont les liens? Oui, oui. Bonsoir déjà à tout le monde. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là pour vous parler effectivement de quelque chose que moi je trouve passionnant, c'est l'aide au déplacement des personnes en difficulté. Et notamment, on va essayer ce soir d'aller dans la spécificité de ces déplacements, de cet accompagnement qu'on peut apporter à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, je vais essayer de vous faire part de mon expérience et très humblement vous amener quelques pistes qui, je l'espère, vous aideront au quotidien. Alors, pourquoi pattern? J'ai fait un petit peu exprès d'utiliser ce terme qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans ce cadre-là. Mais en fait, un pattern, c'est quoi? Ça va être un automatisme que l'on va mettre en place et que l'on va déclencher à travers un stimuli. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des patterns, en fait, l'être humain en a plein. Nous sommes en permanence, en fait, amenés à réagir en mode automatique. Et heureusement, sinon, on serait tout le temps en hyper sollicitation. Donc, en fait, on a créé un certain nombre de programmes que l'on va déclencher en fonction des stimuli. Alors, avant de parler directement des patterns de déplacement, ce qui va nous intéresser ce soir, je vais vous donner un exemple de pattern en fait, qui est mis à mal actuellement avec le Covid. C'est si je tends la main à quelqu'un, eh bien, a priori, la personne va répondre et on va se serrer la main. Spontanément, j'aurais envoyé un stimuli que la personne va identifier et automatiquement, ça va déclencher chez elle toute la séquence motrice de réponse
et on va se serrer la main. Eh bien, en fait, quand on commence à étudier un petit peu la motricité des êtres humains, on va s'apercevoir que toute notre motricité, tous nos déplacements, en fait, on les a appris. On les a acquis au cours de notre développement psychomoteur. Alors, pour les personnes qui ont des jeunes enfants autour d'eux, si vous regardez un petit peu comment se met en place les déplacements et la motricité, eh bien, les enfants passent leur temps à imiter les adultes et à faire des expériences psychomotrices qui inquiètent les parents bien souvent parce qu'ils se lèvent, ils tombent. Alors, on écarte les meubles pour éviter les accidents, mais on va laisser cette exploration se réaliser parce qu'on sait très bien qu'à travers ces expériences-là va se mettre en place en fait une motricité et que cette motricité, elle va se perfectionner jusqu'à devenir parfaite. Soyons clairs, à un moment, nous nous levons parfaitement d'une chaise, on est en équilibre, on n'a aucune difficulté pour marcher, pour s'asseoir, tout ça s'est mis en place. Et comment ça s'est mis en place? Par la répétition. Nous avons énormément répété tous les gestes de notre quotidien. Et là, plus précisément, les gestes des mouvements. Nous nous sommes levés au début difficilement, hein, avec ces difficultés du jeune enfant. Et au fur et à mesure, nous avons perfectionné jusqu'à créer, en fait, j'ai envie de dire, le schéma le plus parfait que nous puissions trouver. Nous avons trouvé l'équilibre parfait, la position parfaite des pieds, comment il fallait se pencher en avant, à quel moment il fallait contracter tous nos muscles. Et nous avons donc créé le pattern qu'on pourrait appeler le pattern pour se lever d'une chaise. Et ce pattern, il est facilement utilisable. Il suffit d'un stimuli, vous êtes assis, ça sonne à la porte, boum, très spontanément, qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous allez déclencher le pattern. Votre cerveau vous n'allez pas réfléchir à ce que vous faites. Vous n'allez pas penser à la position de vos pieds. Vous n'allez pas penser à comment vous organisez votre corps. Ces choses-là vont se faire. Donc, si j'ai bien compris, deux choses. Une, c'est que c'est pas inné, donc c'est une acquisition, c'est un apprentissage. Ouais. Et deux, c'est patterns, donc du coup, c'est un automatisme, c'est vraiment un schéma qui fait les cerveaux pour vraiment être réactif, c'est ça, le pattern? Exactement. Exactement. En fait, nous avons vraiment deux motricités. La motricité volontaire, c'est-à-dire qu'on décide de faire un acte très précis. Et toute cette motricité automatique, en fait, qui est issue de l'intention, que moi j'appelle le stimuli. Mais si vous avez l'intention de vous lever pour aller ouvrir à la porte, vous allez organiser votre corps d'une certaine manière. Si vous avez l'intention de vous lever simplement pour vous mettre debout et laisser passer quelqu'un, vous allez voir qu'il va y avoir quelques petites différences. Et tout ça va se faire de manière automatique. Donc, ça veut dire, effectivement, Sarah, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important dans ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que ça a été appris. Donc, ça veut dire, en fait, que c'est quelque chose qui fait appel à notre mémoire. Même si ce n'est pas cette mémoire où on se dit, tiens, mais comment je me lève? Bien évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une mémoire qui est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Hein, on s'en parlera un petit peu tout à l'heure. Et cette mémoire procédurale, eh bien, elle est extrêmement importante dans la mise en route de ces mouvements automatiques. Alors, dans certains courants, on appelle ça des déplacements spontanés des êtres humains, des déplacements dynamiques. Ça se met en place. Pourquoi ça me semblait être une notion importante et démarrer par cette notion? C'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que donc c'est quelque chose, se lever, s'asseoir, marcher, se retourner dans un lit, se relever du sol. C'est quelque chose que nous avons appris. Et nous l'avons tellement bien appris que nous avons oublié comment ça se passe. Les choses se font de manière automatique. Et nous avons tellement oublié comment ça se passe qu'il peut arriver, quand on fait un accompagnement de personnes, qu'on oublie, on ne sache pas
que ça répond en fait à une certaine codification très précise. Parce que si nous avons passé autant de temps, quand je dis autant de temps, je parle du jeune enfant, s'il a passé autant de temps à explorer sa motricité et à en tirer un schéma très précis, c'est qu'en fait, euh, il en a fait un mode d'emploi qui est absolument parfait. Et si je vais vous prendre un exemple de mode d'emploi. Si vous regardez en fait comment se lève une personne d'une chaise, en fait, on va s'apercevoir que systématiquement, le déplacement va démarrer par un positionnement des pieds. Systématiquement, les pieds vont venir s'organiser d'une certaine manière. Donc, on va parler de position de référence des pieds. La position de référence des pieds pour se lever d'une chaise, en fait, c'est quelque chose de très précis. C'est le genou qui va s'organiser à l'aplomb de la pointe des pieds. Donc, si vous êtes dans votre chaise, c'est relax, et que vous voulez vous lever, spontanément, vous allez avoir les pieds qui vont reculer. Ça, oui, pratiquement tout le monde le sait, mais on oublie que c'est un point très précis. Et ce point très précis, c'est le genou à l'aplomb du pied. Donc déjà, ça nous donne une piste quand on a quelqu'un qui a une difficulté motrice pour se lever. On se dit, tiens, je sais qu'il existe un schéma. En observant autour de soi, en s'observant soi-même, puisque la bonne nouvelle, c'est que vous portez les modes d'emploi. Donc, en regardant un petit peu comment vous faites, vous pouvez en déduire des choses très précises. Eh bien, en observant, je peux regarder si déjà les pieds sont en bonne position. Prendre ce temps d'observer ça. Vous verrez que on va se parler à un moment de l'observation. L'observation dans l'accompagnement, il est capital. C'est observer aussi bien les capacités de la personne que les difficultés de la personne. Donc, de cette observation… Oui, non, je voulais dire que au final, ce que je vois dans votre conseil, c'est essayer de comprendre quels sont les mécanismes pour les déclencher, c'est ça? Oui. Donc, c'est observer pour utiliser le chemin déjà créé, c'est ça? C'est observer pour utiliser le schéma et c'est aussi observer pour se rendre compte qu'en fait, il y a des attentes dans ce déplacement. C'est-à-dire? Les attentes dans un déplacement, je vais vous donner un autre exemple qui en fait est plus commun. C'est le schéma de l'ouverture d'une porte. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec un déplacement humain? Mais maintenant, si je transpose en fait ce schéma de déplacement d'une porte. Une porte, si vous voulez l'ouvrir, je vous parle d'une porte classique, hein, eh bien vous allez déverrouiller la serrure, vous allez abaisser la porte et en fonction, vous allez pousser ou tirer. Donc là, on a repéré qu'il y a 3 étapes fondamentales. Et si une des étapes n'est pas respectée, ou si vous ne la faites pas dans l'ordre, si vous commencez à baisser la poignée alors que vous n'avez pas ouvert la porte, eh bien vous verrez que ça, c'est beaucoup plus délicat pour ouvrir. C'est une belle image. Hein, on est tous restés un peu bêtes des fois devant une porte parce qu'on ne savait pas s'il fallait pousser ou tirer. Hein, donc, à partir qu'on a le mode d'emploi, à partir du moment où on a un mode d'emploi, on s'aperçoit que les choses deviennent plus faciles. Pourquoi j'attire l'attention sur les déplacements? Parce que en observant les personnes, et déjà en observant les personnes qui n'ont pas de soucis, vous allez repérer qu'en fait, on fait tous un petit peu la même chose. Pour se lever, on va tous reculer nos pieds, venir les positionner. Et puis après, on va venir s'avancer. Et on va s'avancer d'une certaine manière assez précise, c'est-à-dire qu'on va mettre les épaules à l'aplomb des genoux et à l'aplomb de la pointe des pieds. Et à partir du moment où on a cette position-là, en fait, il va se passer quelque chose de fabuleux dans notre cerveau, sans qu'on ait à y penser. Notre cerveau va déclencher la phase suivante. C'est qu'il va venir contracter les muscles des cuisses et éventuellement les muscles des bras pour continuer le mouvement, permettre aux fesses de se lever, excusez-moi, c'est trivial, aux fesses de se lever. Et à partir de ce moment-là, notre cerveau va déclencher la dernière phase, qui est le redressement. Donc, en fait, si on oublie ce côté un peu très technique que j'évoque et qu'on en revient à quelque chose d'assez simple, eh bien, on se dit, mais en fait, si je veux aider mon patient, si je veux aider ma maman, mon parent qui a des difficultés, eh bien, maintenant, je comprends qu'il y a un réel mode d'emploi.
Et donc, je vais pouvoir être attentif. Je vais pouvoir être attentif à ces étapes-là. Souvent, souvent, il y a une erreur très importante que je vois dans les établissements. C'est on veut aider la personne. Il y a une empathie, notre empathie d'humain nous amène à beaucoup de proximité avec la personne. On va se rapprocher, on va vouloir l'envelopper, on va vouloir l'aider. Dans cette aide-là, en fait, on va oublier l'étape fondamentale qui sont les pieds. Et on va être tout de suite dans cette volonté de vouloir lever la personne instantanément, très rapidement. Donc, en fait, on va vouloir amener la personne pratiquement directement vers le haut. Eh bien, si maintenant on se dit, tiens, mais dans le mode d'emploi que j'ai pu percevoir, je m'aperçois que, eh bien, il y a des étapes avant, avant la verticalisation. Les pieds vont être reculés. Le tronc va être avancé. Il va se créer cette bascule. Donc, je vais plutôt avoir tendance à aller vers le bas et après me redresser. C'est ça qui va créer le mouvement. C'est ça qui va être très intéressant dans cette observation-là. Donc, par exemple, à partir de là, eh bien, il y a des erreurs qu'on ne fera plus. Si je sais que la première phase essentielle pour me lever, et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retenir et commencer à expérimenter, en fait, c'est qu'il va falloir mettre du contrepoids à l'avant. Donc, on va vraiment chercher en fait à antérioriser la personne pour venir contrebalancer en fait la difficulté motrice. Donc, souvent, les personnes qui ont des difficultés à se lever, elles ont aussi des difficultés à marcher. Et on leur donne souvent un déambulateur. Alors, j'ai rien contre les déambulateurs, au contraire. Par contre, un déambulateur n'est pas vraiment spécifiquement fait pour se lever. Parce qu'un déambulateur est réglé en position debout. Donc, il est assez haut. Donc, je n'ai pas de déambulateur là, mais peut-être qu'on peut l'imaginer. Imaginez que je tiens quelque chose comme ça, qui sont les poignées de mon déambulateur, et maintenant, je veux me lever. Pour me lever, je sais que je dois baisser, puisqu'en observant mon mode d'emploi, je sais qu'une phase essentielle est la bascule avant. Cette bascule avant, elle est empêchée par mon déambulateur. Donc, en fait, avec cette volonté de vouloir aider la personne, je lui donne une aide technique qui est faite pour marcher, mais qui n'est pas faite pour se lever. Donc, du coup, c'est contre-productif par rapport à mon mode d'emploi. Je sais qu'il faut qu'il y ait cette bascule avant. Donc, on va plutôt vraiment chercher, en fait, à recréer des éléments de ce déplacement spontané, de ce déplacement automatique, de ces patterns. Et plus on observe les capacités des personnes, plus on va se rendre compte, en fait, quand on va les voir bouger au quotidien, on va commencer à voir, en fait, les endroits où les personnes elles vont avoir besoin d'être accompagnées, où elles vont avoir besoin d'être stimulées. Et c'est là où on va pouvoir, à travers des activités, venir compenser ces manques que l'on va avoir dans les déplacements. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un déficit de bascule avant, eh bien, il va être intéressant, à travers des activités quotidiennes, de venir le solliciter vers l'avant pour vraiment le rassurer sur cette position antérieure. Je vais faire aussi très attention, en fait, quand je vais aider quelqu'un, à ne surtout pas gêner cette avancée, parce que je sais que ça deviendrait contre-productif. Je vais faire en sorte aussi d'éviter une erreur que l'on voit beaucoup, c'est-à-dire que quand on veut aider quelqu'un, on va venir empoigner le bras, on va venir donner un soutien et on va vouloir lever la personne directement. Et en fait, eh bien, on se l'est déjà dit, la première des phases va être vraiment d'aller chercher vers l'avant. Donc, on va plutôt maintenant vraiment venir faire plonger la personne pour pouvoir la redresser au final. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans ces patterns, dans Et, ces déplacements. et concrètement, parce que c'était très clair, les trois étapes de ces mots d'un plat pour s'élever. Donc, au premier, on recule les pieds. Donc, j'ai une Ouais. question toute précise, concrète. Est-ce que là, à ce moment-là, c'est une invitation, c'est-à-dire qu'on a un stimuli ou un geste pour que la personne fasse ce recul par elle-même,
c'est à nous de bouger les pieds? Comment vous fonctionnez? C'est très intéressant, la question que vous posez. Ce qui est important, c'est toujours partir de la personne. Souvent, en fait, on baisse les bras un peu vite. On dit, elle ne peut pas. Ah, mais madame, un tel ne peut pas. Ou alors, on me dit, ma maman ne peut pas, ou mon papa. Euh, moi, et souvent, je leur dis, mais essayons. Demandez d'abord. Déjà, la première étape, ça va être de dire, vous voulez bien On verbalise alors, on fait m'accompagner. la demande. On verbalise. On verbalise. La première étape, c'est vraiment de verbaliser. Alors, vous verrez qu'on ne verbalise pas n'importe comment. On va se parler de la communication qui va être essentielle parce qu'effectivement, une fois qu'on a tous ces éléments-là, il va falloir vraiment réussir à passer le message. Et pour passer le message, on verra qu'il y a, encore une fois, il y a des petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et des petites méthodologies qu'on peut mettre en place qui sont en fait assez simples et assez évidentes quand on a quelques éléments. Donc, effectivement, moi, je pars toujours du principe que je vais demander à la personne. Je vais lui demander, mais naturellement, de se lever, si elle veut bien se lever. Pas d'essayer de se lever, ou pouvez-vous vous lever? Parce que là, vous mettez la personne un petit peu en défi de réussir. Ou, ou quand vous dites à quelqu'un d'essayer, il y a un présupposé qu'en fait, elle ne va pas y arriver. Donc, je trouve assez intéressant de lui demander si elle veut bien vous accompagner. Et pour que la personne puisse vous accompagner, il va bien falloir qu'elle se lève. Donc, là, qu'est-ce que je vais chercher à voir? C'est je cherche à voir si le stimuli, c'est-à-dire voulez-vous m'accompagner dehors ou ranger quelque chose, enfin je ne sais pas en fonction de ce que j'aurais choisi derrière, je vais voir si le stimuli va venir déclencher mon mécanisme naturel. À partir de là, soit j'ai cette chance de voir que le mécanisme est accessible et je vais observer. Je vais observer ce qui manque dans mon mécanisme. Est-ce qu'il manque un petit peu les pieds? La personne peut très bien déclencher une partie du mécanisme, elle va commencer à reculer les pieds, mais va vouloir se lever trop rapidement. Donc, j'ai observé que j'ai accès au mécanisme par un stimuli. Vous voulez bien m'accompagner, Madame Untel, pour changer la date, par exemple, hein, classique. Et je vois que le mécanisme est accessible. Donc, sur cette base-là, maintenant, je vais venir renforcer mon mode d'emploi. Et je vais lui demander de reculer un petit peu plus les pieds. Déjà, j'anticipe sur quelque chose, c'est si je demande quelque chose à quelqu'un, si j'utilise un canal, c'est-à-dire un canal sensoriel, je ne vais pas mélanger un autre canal sensoriel. C'est-à-dire que si j'utilise le verbal, je dis, Madame, vous voulez bien reculer vos pieds un petit peu plus? Vous allez voir, ça va vous aider. Si j'utilise ce canal, je fais très attention de ne surtout pas en même temps lui toucher le pied. Ok. Sinon, vous allez amener deux informations. Vous allez utiliser deux canaux sensoriels. Et donc, vous pouvez en fait saturer tout de suite le canal. Mais je vous expliquerai un petit peu plus en avant pourquoi. Donc, je vais verbaliser ça et je vais demander. Après, je peux aussi en fait stimuler. Si par exemple, je veux que la personne se penche en avant, au lieu de lui dire spontanément, directement, penchez-vous en avant, je peux lui tendre la main, mais à ce moment-là, je ne dis rien. Je ne vais pas mélanger les canaux. Si je lui tends la main, il y a de fortes chances qu'elle cherche à m'attraper la main. Donc, tout simplement, je vais au moment où elle va venir vers moi, en fait, je vais m'amuser à retirer légèrement ma main. Et donc, en fait, ce qu'on appelle une esquive, je vais légèrement esquiver. Donc, la personne, elle va continuer son pattern puisqu'elle a créé quelque chose d'engagement et elle va continuer à s'avancer. Donc, par ce biais-là, je vais pouvoir stimuler la bascule avant. Donc, vous avez vu, il est très important en fait de ne pas mélanger. Si je décide d'y aller d'un point de vue verbal, surtout, je n'ai même pas dû toucher tout de suite. Par contre, je peux verbaliser
et après passer sur une autre un autre canal sensoriel. D'accord? Mhm. Donc, ça, on le détaillera un petit peu plus. Donc, je déclenche le stimuli par « voulez-vous bien m'accompagner » ou « voulez bien vous lever ». Je renforce le mode d'emploi, c'est-à-dire que je vois les petits manques, les pieds qui ne sont pas assez reculés, le tronc qui n'est pas assez avancé, donc je vais stimuler. Et à partir du moment où je vais avoir tous les éléments, là, je vais vraiment demander à la personne de faire son effort. Et c'est même à ce moment-là, si la personne a besoin d'une aide physique, c'est à ce moment-là où moi, j'interviendrai physiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs techniques. Là, il faudrait rentrer vraiment dans la manutention de personnes proprement dite, mais je peux lui demander d'appuyer sur ma main à un certain moment pour lui permettre de continuer la bascule et se lever. Mais surtout, je n'interviens pas tant que je n'ai pas créé de l'engagement. Si vous C'est-à-dire, de l'engagement, ben c'est un petit peu ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que quand je vais stimuler la personne, je vais être très attentif, en fait, à un signe moteur, un signe de sa part qui va dans le sens attendu. Parce que ça veut dire que j'ai créé un engagement dans le schéma. Si vous intervenez avant, ben, le risque, c'est que la personne, en fait, elle ne déclenche rien, puisque vous devenez, en fait, un petit peu directeur du schéma. Donc ça, c'est déjà, voilà, vraiment un premier conseil que je donnerais, c'est repérer les fonctionnements, les demander très naturellement et après venir travailler sur cette base-là. Donc vraiment, ce sont des invitations et les stimuli. En fait, pas besoin des choses qui sortent du quotidien. C'est utiliser soit le verbal, soit le sensoriel, mais progressivement et un canal parfois, non? Exactement, exactement. Alors, effectivement, on peut, du coup, j'avais pas prévu à cet endroit-là, mais je pense que c'est un très bon moment pour en parler. C'est qu'on on s'est dit qu'effectivement, que la motricité, notre gestuelle, notre manière de se lever, tout ça, ce sont des mécanismes appris, des mécanismes acquis qui font appel à la mémoire. Donc, on ne peut pas aborder en fait la maladie d'Alzheimer sans parler de cette problématique de mémoire et de son fonctionnement en fait. Donc, très rapidement, pour poser le fonctionnement de notre mémoire, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous restituons, en fait, va passer par des mécanismes et la porte d'entrée de ces mécanismes, en fait, c'est nos sens. Si les personnes qui nous écoutent vont retenir des choses ou de ce qui s'est passé ce soir, de ce qu'on s'est dit, c'est parce qu'en fait, ils vont avoir des images, ils vont avoir des sons. À travers des exemples, peut-être qu'ils vont se faire leurs propres images. Donc, à travers les sens, nous captons de l'information. Et cette information, en fait, elle va transiter par des filtres. C'est-à-dire que là, nous sommes concentrés sur un sujet. Et effectivement, si j'entends au loin une sirène, je ne sais pas, du bruit, c'est quelque chose qui va rester loin, qui ne va pas attirer mon attention. Je vais rester focalisé. Donc, j'ai des filtres qui vont diriger ce que mes sens perçoivent, ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, ce que je sens, ce que je ressens. Et ces filtres, en fait, vont diriger l'information vers un premier lieu qui s'appelle la mémoire primaire. Et dans la mémoire primaire, en fait, l'information, elle est de manière très transitoire, très courte. Hein, on a longtemps appelé ça la mémoire à court terme, en fait. Hein, c'est le temps de retenir un petit numéro de téléphone, 06 92 15 15. Attends, 06 92 15 15. Et si on laisse passer 2 minutes, c'est fini. 06, on a oublié. Il a fallu qu'on ait des mécanismes de consolidation. On se répète, qu'on se répète, qu'on se répète. Et en répétant, ça passe dans une autre mémoire, qui est la mémoire secondaire. Et notre mémoire secondaire, en fait, est ce qu'on appelle la mémoire à long terme, va dispatcher sur d'autres lieux du cerveau.
ces lieux, en fait, c'est une mémoire sémantique. C'est la mémoire de ce qu'on a appris à l'école, c'est la mémoire des dates, 1515, Marignane, la Joconde, voilà. Toute cette mémoire-là est stockée dans une mémoire sémantique. En plus, après, nous avons aussi une mémoire, en fait, des épisodes, ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. C'est tout ce qui fait nos épisodes de vie. Une balade à la plage, la naissance de nos enfants, voilà, tout ce qui crée ces épisodes-là. Et on a une autre mémoire qui est la fameuse mémoire procédurale, où on va emmagasiner toutes nos procédures. Apprendre à jouer du piano, apprendre à écrire, apprendre à se lever, apprendre à marcher, toutes ces procédures-là vont être inscrites dans cette mémoire. Et on a une autre mémoire qui est la mémoire affective, qui va nous intéresser. Alors, je la mets un petit peu à côté parce qu'on va pouvoir s'en servir de cette mémoire affective dans l'aide au déplacement, dans l'accompagnement. Dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, on va avoir une problématique au niveau des filtres. Et ces filtres, en fait, vont pas fonctionner comme ils devraient. Alors, soit ils vont trop sélectionner, ils ne vont laisser rentrer qu'une information. Et donc, ça va rétrécir en fait les informations qui vont être accessibles. Ou alors, ça va être trop élargi. La personne va être trop submergée d'informations. Donc, ce qui peut créer de l'agitation derrière. Ça aussi, on va s'en dire quelques mots. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, il va y avoir une problématique du rappel de l'information. Quand mon information passe dans la mémoire primaire et qui passe dans la mémoire secondaire, et qui va être stockée dans les différentes mémoires, sémantiques, procédurales, épisodiques, je suis en capacité de les rappeler à un moment. Et je vais avoir un certain nombre de problématiques de rappel. Mais nous, on va pouvoir en fait travailler avec ça. On va pouvoir justement utiliser ce que cela crée pour créer du lien, pour créer la communication d'une certaine manière et aider la personne à calmer ses angoisses et l'aider à se déplacer. Si je reste, oui, Donc, Sarah. au niveau des mémoires, si j'ai bien compris, Alzheimer serait touché par la première et la court et long terme, et la procédurale sera moins touchée, ou elle est Alors, aussi touchée? malheureusement, toutes les mémoires vont être touchées. Ok. C'est ce qui, mais pas de la même manière et pas au même moment. Ok. C'est vraiment ce qui va marquer en fait la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire comment cette maladie va évoluer, comment les mémoires vont être touchées. La première mémoire qui est touchée, et les personnes qui ont des parents proches le savent, en fait, c'est la mémoire épisodique. C'est la personne qui oublie le rendez-vous, puis qui commence à oublier en fait son histoire de vie. Mais elle va se souvenir de dates apprises à l'école, ou elle va se souvenir comment elle jouait du piano. Parce que la première mémoire qui est touchée, et c'est peut-être la plus dure, parce que c'est un petit peu ce qui efface quelque part l'histoire de vie de la personne, c'est cette mémoire épisodique. Et la mémoire sémantique est touchée un peu plus tard. C'est là où effectivement on peut avoir certains troubles du langage, parce qu'on va oublier effectivement les mots, comment les organiser. Et en dernier lieu, on va avoir cette mémoire procédurale qui va perdurer longtemps. Donc c'est pour ça que les personnes, on va pouvoir utiliser cette mémoire procédurale. On va pouvoir utiliser les gestes les plus répétés au cours de leur vie. Ça va être important et ça va être intéressant dans notre accompagnement. Mhm. Et je voulais dire une dernière chose sur les filtres, en fait, sur les filtres et la mémoire, c'est que ces filtres, comme ils ont tendance à être moins performants, hein, pour le dire ainsi. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était important de ne pas multiplier les canaux d'intervention, les canaux de communication. Il semblerait que le canal vraiment à privilégier dans la maladie d'Alzheimer, ce soit en premier le canal visuel. C'est pour ça que, avant
tout accompagnement, que ce soit accompagnement au lever ou même dans tous les accompagnements de la vie quotidienne, il est essentiel en fait d'accéder à un contact visuel. Et ce contact visuel en fait va vous permettre d'ouvrir les autres sens, d'ouvrir le canal auditif par exemple. Vous savez, moi je me souviens d'une dame, sa fille, voilà, sa fille souvent se plaignait qu'en fait sa maman était, était agressive avec elle quand elle arrivait, elle la rejetait, elle n'arrivait pas à la faire sortir dans le jardin, à l'accompagner. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu que sa fille, elle l'abordait pas de la bonne manière. Enfin, quand je dis elle ne l'abordait pas de la bonne manière, elle ne l'abordait pas avec la connaissance de ce qu'il fallait faire pour l'aborder. Donc, si vous voulez, elle ne voyait pas sa maman de quelques jours. Donc, quand elle arrivait, elle avait tendance à aller directement sur elle, à la toucher, à arriver sur le côté. Et en fait, sa maman n'avait pas ouvert le canal visuel. Donc, ce qui est reçu n'est pas compris par la personne. Donc, très simplement, le conseil qu'on a amené à sa fille, c'est vraiment de venir se positionner face à sa maman et de prendre le temps. S'il y a peut-être quelque chose en fait qui est essentiel, c'est ralentir, prendre le temps de créer le contact, ce qui va permettre en fait d'ouvrir les canaux de communication avec la personne. Vous allez vous positionner en face, vous allez prendre le temps d'établir ce contact visuel et à partir de là, vous pouvez introduire les autres sens. Vous pouvez introduire le toucher, rajouter la communication. Moi, je conseille toujours de pas trop saturer les sens. C'est-à-dire quand on est dans le toucher, de prendre le temps de se toucher. Prendre le temps de caresser de prendre la main de son patient ou de caresser la main de son proche et d'éviter de ramener d'autres sens. Là-dessus, en fait, pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, il y a une mémoire qui est préservée extrêmement longtemps. C'est ce qu'on appelle la mémoire affective. Et la mémoire affective, en fait, c'est la mémoire, je dirais, spontanée de ce que vous vivez. La mémoire affective, c'est si là, pendant qu'on est en train de se parler, vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous pose la main sur l'épaule, a priori, ça devrait créer un sursaut, je pense. Parce que, en fait, effectivement, cette mémoire, ce geste, votre première réaction, votre mémoire affective d'un geste va vous mettre vous allez être surprise. Et très rapidement, vous allez ramener de l'analyse. Vous allez c'est quelqu'un que je connais, donc tout va bien. Dans la maladie d'Alzheimer, nous avons accès à cette mémoire affective. La difficulté, c'est que l'analyse que la personne est en capacité de mettre derrière, ça, c'est quelque chose qui est plus délicat pour la personne. C'est quelque chose qui est moins performant. Donc, dans l'approche, pourquoi c'est si important de créer cette approche et de créer ce contact? C'est parce qu'en fait, si vous arrivez auprès d'une personne, si vous arrivez de côté, la personne qui a ses filtres sensoriels qui sont réduits ne va pas vous avoir entendu, elle ne va pas avoir entendu. Même si vous l'avez interpellée, il y a de fortes chances qu'elle ne vous ait pas entendu. Pourquoi? Parce qu'elle va être focalisée sur quelque chose. C'est plutôt la vision qui va dominer les autres sens. Et vous allez arriver de côté, vous allez vous annoncer « Ah, bonjour maman » ou « Ah, bonjour madame un tel ». Et vous pouvez être amené à l'interpeller peut-être en lui posant la main. La personne, c'est sa mémoire affective qui va réagir. Elle va avoir un sursaut. Mais elle ne va pas avoir la capacité de se dire « Ah, mais
c'est mon kiné, c'est mon ergo, c'est mon soignant, c'est quelqu'un que je connais. Cette petite peur qu'on aura créée va créer cette tension. Et cette tension, Mhm. elle peut rester un petit peu ancrée comme ça. Et on va avoir du mal à apaiser la personne. Alors que si on fait une approche, c'est-à-dire que je vais vraiment contourner, je vais venir me positionner en face de la personne, je vais prendre le temps d'établir le contact visuel qui va permettre d'ouvrir encore une fois ces... Mhm. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, rajouter les autres sens. Et je vais pouvoir jouer sur justement cette mémoire affective pour pouvoir créer de la relation. Mhm. Ça va être... ça va être... Oui. Oh non, non, c'est passionnant, mais le temps passe très très vite malheureusement. Donc on a bien compris l'importance de l'observation, l'importance de prendre le temps, de ralentir, de visuel d'abord pour pas choquer ou surprendre ou envahir cet espace. Aussi d'aller progressivement dans l'utilisation du sens, la compréhension de la mémoire aussi, c'était très intéressant de voir comment l'affective est la dernière à se perdre et c'est très important. Moi, je me pose la question, je ne suis pas soignante, on est dans un établissement, le temps compte, c'est besoin de ralentir, j'imagine que ce n'est pas toujours évident, non? Oui, alors moi j'aime bien utiliser, alors peut-être que ça va choquer un peu, mais j'aime bien utiliser cette expression qui dit perdre du temps pour en gagner. Mhm. Et vraiment, je pense que effectivement, nous sommes dans une vie qui va à 100 à l'heure. Il faut bien se dire que dans la maladie d'Alzheimer, notre temps n'est pas leur temps. Même parfois, Mhm. notre époque n'est pas leur époque. Euh, je pense que on ne peut pas attendre à ce qu'ils viennent dans notre monde. C'est à Ouais. nous à aller dans, dans leur monde. Et par expérience, ce temps qui effectivement peut nous sembler dur à prendre au Perdu, ouais. départ, Mhm. perdu, voilà, je ne vais pas utiliser le terme, mais effectivement, ce temps qui nous semble perdu, il va être gagné, mais vous allez le gagner au centuple. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est confronté à l'agitation des personnes. Mhm. On est confronté au refus de soins. On est confronté à de l'agressivité. Enfin, pas tout le temps, mais c'est un petit peu ce qu'il ressort. Et dans ce temps que l'on va prendre, on va créer ce fameux engagement de la personne. On va créer, on va redonner la place à la personne. On va créer la communication. Et quand vous ouvrez ce canal, on va pouvoir commencer en fait à construire, à Mhm. co-construire des choses avec la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est important en fait, c'est que malgré toutes les difficultés que présentent les personnes, toute personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, en fait, a des capacités qui sont là, qui sont présentes. Encore une fois, revenons à l'observation et en observant les capacités qui sont présentes, eh bien, on va pouvoir se dire dans quoi je vais pouvoir en fait inscrire la dynamique de la personne. Vous savez, à un moment, on a évoqué cette fameuse mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est en fait tous ces apprentissages qu'on a eus, tous ces gestes qu'on a eus, les déplacements en font partie, mais nous avons tous les autres gestes du quotidien. Et les personnes, souvent, vont conserver les gestes qui ont été le plus répétés dans leur vie. Par exemple, vous avez une personne, je pense à un monsieur qui, toute sa vie, en fait, c'était un MacGyver, quoi. C'était, enfin, je pense que tout le monde a la référence. Oui, oui. Et ce monsieur c'est un grand bricoleur, était un grand bricoleur. Donc ce monsieur, en fait, a manipulé des outils toute sa vie, à démonter, à monter, à aider les gens à travers ce bricolage-là. Ces gestes-là,
ils ne sont pas perdus. Alors bien sûr, ils n'ont pas la performance qu'ils avaient, mais ces gestes-là, ce besoin, il est souvent présent. Et souvent, ces gestes, ils sont interprétés comme des troubles liés à la démence. Par exemple, les personnes qui, qui ont ce besoin de plier. Si vous allez chercher un petit peu dans l'histoire de vie de la personne, vous apercevez que c'est quelqu'un, l'entretien de sa maison, ça a toujours été important. Donc, cette personne, il lui reste des procédures euh, qui sont en lien avec ça. Et on peut profiter de ça, quand vous dites capacité, peut-être que pas tout le monde a la même connaissance pour comprendre quelles sont les capacités. Est-ce que ça, on peut le tourner en capacité ou en facilitateur de mouvement Oui. Vous avez en fait deux manières d'utiliser ces procédures. Soit on va les utiliser pour en fait servir de diversion. Alors, Ok. j'aime pas ce terme parce qu'on pourrait croire qu'en fait, on va un petit peu tromper la personne. Mais non, on va être là pour diminuer son angoisse, donc pour que tous les soins La soient rassurer. la rassurer. Donc, on peut utiliser justement ces procédures pour créer de la diversion et faciliter un soin, faciliter un déplacement. Si vous avez une personne qui a besoin en fait de, euh, de toucher les choses, de les manipuler, si vous voulez réaliser un soin qui peut être vécu comme quelque chose d'un petit peu pénible, si la personne, ça lui fait du bien de retrouver quelque chose de sécurisant dans la gestuelle, je peux vous prendre un autre exemple d'une dame en fait euh, qui a tricoté toute sa vie. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a fait quelque chose qui l'a passionné toute sa vie n'en ait plus ce besoin-là. Eh bien, cette dame, effectivement, à chaque fois qu'on lui propose, est-ce que vous voulez bien tricoter avec nous? Est-ce que vous voulez bien... on lui propose de manipuler des pelotes de laine. Eh bien, c'est quelque chose immédiatement qui va déclencher sa procédure. Sa procédure donc dans sa mémoire, elle a accès à quelque chose qui la rassure. Donc, là, automatiquement, vous avez un apaisement de l'angoisse. Vous avez certaines personnes, la problématique de fugue, la problématique d'agitation, les personnes qui veulent partir. La mémoire procédurale est un très, très bon moyen de les apaiser, de les ramener vers quelque chose d'utile. D'utile pour eux, d'utile pour les soignants. Et quand je dis utile, là où ça devient, à mon sens, ça prend toute son ampleur, c'est quand on redonne à ces activités un réel objectif. Créer une activité pour une activité, ok. Mais si vous créez un réel objectif derrière, par exemple, si cette personne qui adore manipuler les pelotes de laine, si on lui demande effectivement d'aider la communauté, en fait, d'aider la famille, de ranger ces pelotes, ça va nous servir, on va pouvoir, eh bien la personne, elle retrouve, ça donne une vraie utilité à ce que la personne fait. Elle utilise des procédures qu'elle connaît, qu'elle a, qui la rassurent, et en même temps, on lui donne un réel objectif. Vous avez parlé de filtres Oui. et aussi des comportements qui peuvent être un peu étonnants ou incompréhensifs ou agressifs. Est-ce qu'au final, il y a un lien entre ces deux, c'est-à-dire le manque de filtres, cette dégradation de l'autorégulation qui fait qu'après, il a des comportements? Est-ce qu'il y a une compréhension de ça? Et parfois, on va pas attaquer la cause, sinon qu'on essaye de traiter la conséquence. Quand vous voyez ça, Oui. quand vous pouvez expliquer ça? Oui, en fait, alors bien évidemment, il peut y avoir d'autres causes, hein, parce que effectivement, il faudrait dans chaque cas, à chaque fois qu'on a un comportement que l'on a envie d'attribuer spontanément à la démence, c'est peut-être intéressant de se dire, mais ok, mais en fait, est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il est en lien avec autre chose? Donc déjà, il y a toujours systématiquement un petit peu cette démarche à avoir.
hein. Mhm. Mais si on l'aborde du côté des filtres et de la question que vous évoquez, effectivement, euh, on peut avoir comment dire, par l'accès à la mémoire sensorielle, à la mémoire affective, pardon, on a pu déclencher quelque chose, déclencher une angoisse, déclencher une anxiété. Et cette anxiété, en fait, elle peut venir se cristalliser, Mhm. rester un petit peu comme ça en permanence. Et, et on va avoir peut-être un autre stimuli qui va venir, en fait, rajouter quelque chose autour de ça. Et après, peut-être que des sons vont aussi venir surcharger. Et la personne, en fait, par la difficulté à analyser derrière, va laisser rentrer à travers ces filtres-là, va laisser rentrer des choses qui vont faire augmenter son anxiété. Mhm. Donc, il est souvent, quand il y a de l'agitation, alors, on a le cas souvent dans les établissements ou à domicile, les personnes qui, la nuit, vont avoir énormément de mal à dormir, ne veulent pas aller dormir. Elles sont rentrées je dirais, dans une hypermotricité, dans une agitation. Mais quelque part, peut-être que ces personnes-là, il y a quelque chose qu'on peut essayer, c'est à un moment de la journée, c'est diminuer complètement les stimuli. Vraiment proposer un temps calme où on va en fait Mhm. décharger toute la charge émotionnelle qui est venue se mettre en couche comme ça et venir saturer la personne. Parce que arriver en fin de soirée, effectivement, Ouais, souvent les c'est personnes, il y a cette agitation qui se crée. Donc, à travers effectivement, cette connaissance de ces filtres, on peut se dire, mais tiens, effectivement, monsieur ou madame ou mon parent, euh, le soir, il est agité et j'arrive plus à le calmer. Eh bien, c'est intéressant de proposer ce temps calme. Si on peut même arriver jusqu'à la sieste à un moment dans la ça. journée, parce Donc, qu'on du coup, il faudrait le faire avant, pas le faire le soir quand on est déjà. C'est trop tard. Il vaut mieux le faire comme activité avant, au milieu de l'après-midi, pour ouais, garantir une soirée plus calme, c'est ça? ça paraît paradoxal parce qu'on va se dire, oh là là, si je fais un temps trop calme ou si je fais une sieste, il va encore moins dormir. Parce mais en fait, c'est souvent le contraire qui se passe. Ok. C'est l'agitation, elle est le signe en fait, elle est le signe d'une angoisse, d'une peur. Et pourquoi la peur s'est cristallisée? Eh bien, parce que c'est la mémoire émotionnelle qui s'est chargée. Je vais donner un exemple, et je pense que tout le monde a vécu un petit peu ça. Si à un moment, vous avez quelque chose d'important à faire, Mhm. un mail, envoyer un coup de téléphone ou quelque chose d'important, et qu'on commence à vous hyper stimuler. Vous avez un enfant qui vient, vous avez votre mari qui vous pose des questions, vous avez le téléphone qui sonne. Eh bien, il va se passer que vous allez avoir une charge émotionnelle qui va monter. Mhm. Alors, nous, on va avoir cette capacité de la faire descendre. On va couper, on va dire non, stop, c'est pas le moment, on va couper notre téléphone et on va Oui, pouvoir c'est l'autorégulation au final. on va faire de l'autorégulation. Et en fait, nous, dans notre accompagnement, on doit être le garant de ça. Mhm. On peut repérer cette agitation qui s'est mise en place comme ça progressivement, parce que souvent les personnes, ben, la journée, elles démarrent, on va dire, normalement, dans leur normalité, et puis on va voir cette agitation qui va monter. Donc c'est comme, en fait, c'est comme une coupe qui se remplit. Donc il Mhm. peut être très intéressant à un moment, ben, de court-circuiter ça, de couper ça, d'amener ce Ah, calme. c'était passionnant. Merci beaucoup, Marcel. C'est passé super vite. J'ai plein de questions encore à vous Ben, moi, j'ai poser. 100 000 choses à dire. Je pense qu'on aurait pu passer la soirée, la nuit. Et Stéphanie Thomas nous donne des pistes sur la période Covid avec le port du masque, l'apport du badge, aussi sur l'importance de l'autonomie. Elle a fait des commentaires très intéressants pendant que vous parliez aussi. Est-ce que vous avez des commentaires, des conseils, un mot à dire aux professionnels dans cette période aussi particulière du Covid? Est-ce qu'en plus de cela, pour les déplacements, il y a quelque chose qui se rajoute? Des plus importants.
ou un message à passer parce que on arrive à la fin et après pour les Ouais. familles. Oui, alors c'est vrai qu'on vit une période particulière, c'est peu de le dire. Je pense que la grosse difficulté, effectivement, qu'on rencontre, c'est l'isolement que crée cette période-là. Alors, c'est comment, à travers ces obligations sanitaires, comment on continue à donner du sens, en fait. Comment on continue à donner du sens aux activités des personnes. Quelles que soient les capacités, quelle que soit l'activité qu'on va proposer, le sens qu'on va donner est fondamental pour les personnes. Ça leur donne une place, Ouais. ça leur donne une place dans la communauté. Et ça permet en fait, de casser l'isolement. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Effectivement, il y a plein d'initiatives, de belles initiatives où, malgré les personnes qui peuvent être isolées en chambre, où il va y avoir effectivement à un moment des chariots d'activité qui vont passer. On va solliciter la personne si elle veut bien venir participer. Ça va être sur l'instant, mais ça va lui donner du sens, ça va lui donner sa place dans le groupe. Et, euh, et je pense que c'est essentiel de conserver ça tout au long de cette période. Mm. Et pour les familles, parce que c'est pas évident d'avoir une personne dépendante à sa charge, on fait de notre mieux, de notre possible. C'est vrai que parfois on ne se prend pas, comme l'exemple que vous mentionnez tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi déculpabiliser et animer à l'observation. Ça serait quoi le mot de la fin, le conseil pour ces familles? Là, j'ai une personne aussi dans ma famille et des fois, c'est vrai qu'on est un peu démunis. Oui, ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est que euh, il faut, euh, il faut faire, il faut proposer des choses, il faut euh, rester dans l'action, rester dans la proposition. Et c'est vrai que souvent on se dit, tiens, mais ça je ne l'ai pas su. Ça, je ne savais pas effectivement, j'étais agacée parce que ma mère, elle range les draps 10 fois par jour et je lui dis, il faut arrêter. Et je ne savais pas forcément que c'est quelque chose qui est important pour elle parce que c'est une dame qui a toujours entretenu. Euh, et ça, effectivement, si c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on peut pas l'inventer. Donc, je crois qu'à partir du moment où on commence à se rendre compte que les capacités que les personnes ont sont des trésors. Mhm. Quelqu'un qui est encore en capacité de bouger, de parler, de regarder, de marcher, tout ça, ce sont des trésors. Et focalisons-nous sur ces trésors-là, focalisons-nous sur ce qu'on a, ce qu'elles nous donnent pour donner du sens. Donner du sens. C'est-à-dire que même si on a quelqu'un qui serait en grande difficulté motrice et chez qui on a l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de manque, euh, il reste des capacités. En donnant du sens, en cherchant à donner du sens. C'est pour ça que quand je disais faire, continuer à faire, c'est chercher à donner du sens. Et en donnant du sens à ce que la personne est capable de faire, on lui conserve sa place, Ouais. on lui donne sa place. Et en ayant sa place, en fait, on reste dans la vie, parce que c'est ce qui est essentiel, c'est de rester dans la vie. Merci beaucoup. Je reste avec ces messages d'inclusion et d'espoir. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour tous les commentaires, pour cette riche discussion. L'heure est passée super vite. Merci beaucoup Marcel Camilleri, c'était super intéressant. On a bien compris tous les mécanismes, tous les patterns de mouvement, les mémoires. Donc, du coup, c'était très, très riche. On va faire un article récapitulatif sur le blog de optois.fr. On va détailler, décortiquer les messages clés, les idées clés pour que l'information soit accessible pour tous.
aussi pour les personnes qui n'ont pas pu nous suivre depuis les débuts ou qui veulent le partager, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera un replay sur cette page Facebook d'Optoys et également sur la chaîne YouTube de Optoys. Si vous êtes un professionnel, que vous voulez aller plus loin et faire une formation, je pense que ma collègue a partagé le lien des camps formation, vous pouvez continuer et approfondir. Et également, si vous avez besoin des outils, parce qu'on n'a pas parlé des outils, des petites aides, bien sûr avec l'aide et les conseils d'un ergothérapeute, sur les sites optoys.fr, vous avez également des sélections et des produits qui peuvent peut-être vous soulager dans des petits gestes du quotidien. Donc voilà pour ma part. Merci encore Marcel. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. À bientôt. Bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.